Je suis allée donner un bain au handicapé et l'outil l'a monté. J'ai fait des caresses. Oui, le titre choque. C'est voulu pour attirer l'attention, je le sais. Mais avant que vous n'imaginiez des choses sales ou des scandales gratuits, laissez-moi poser une limite claire. Ce que je raconte ici, c'est l'histoire d'un lien qui naît au milieu de la souffrance entre deux êtres vulnérables dans un cadre de soins. Ce n'est pas une glorification d'une transgression. Je parlerai de caresses parce que parfois la tendresse entre un soignant et son patient prend la forme de gestes simples. Une main qui se pose, une joue essuyée et de réactions corporelles involontaires qui ne doivent pas être dramatisées. Je vous parle de consentement, de culpabilité, d'éthique et aussi de faim. Parce que tout a commencé avec la faim de mes petits-enfants. Je m'appelle Neuza. J'ai 52 ans quand cette histoire commence. J'ai une maison maigre, pas loin d'un marché bruyant, un appartement avec une seule chambre où dorment mes deux petits-enfants, Gustavo et Isabella. Leur mère, ma fille, est partie. Il faut dire qu'elle a mal choisi ses routes et que la vie l'a emportée loin de nous. La vérité nue, ils dépendent de moi. Quand je dis ça, je veux que vous sentiez la fatigue dans mes épaules, cette responsabilité qui devient plus lourde chaque matin. La file d'attente pour le lait, le prix du pain, les cartables troués, la courroie de la petite bicyclette à réparer. Tout cela m'a appris la manière dont la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent. C'est une urgence constante, une force qui vous pousse à accepter des offres que votre cœur hésiterait à prendre. Marlène m'a appelé une nuit, après l'église. Elle savait que je cherchais du travail. Elle a dit « Il y a un homme riche, il paye bien. C'est de l'aide à domicile, bain, change, surveillance. Si tu veux, je te présente. » J'ai dit oui parce que mes mains étaient sales d'avoir déjà tant dit non aux mauvaises options. J'ai dit oui parce qu'il y avait sur la table de la cuisine des petites chaussures de veau petits qui étaient trop usées pour attendre un autre mois. J'ai dit oui et je n'ai pas demandé beaucoup de détails. Quand Marlène m'a expliqué que l'homme s'appelait Ademar, qu'il avait été mécanicien et qu'il était tétraplégique depuis un accident, j'ai eu l'impression qu'on parlait d'une histoire à la radio. Triste, lointaine, je ne mesurais pas encore à quel point ma propre histoire allait se mêler à la sienne. La maison d'Ademar m'a surprise. De l'extérieur, tout annonçait la tranquillité d'un quartier aisé. Portail peint, jardin soigné. À l'intérieur, l'air sentait la propreté que donnent les produits chers. Mais il y avait aussi une odeur d'hôpital, désinfectant, un filet d'air conditionné, le silence d'une pièce trop grande pour une seule respiration humaine. Les volets filtrant la lumière transformés à la journée en une demi-lumière bleutée. La chambre était organisée autour du lit médicalisé. Tout était à portée, comme si le monde avait été conçu pour que personne ne marche longtemps. Des outils, des photos de voitures anciennes, des catalogues de pièces. C'était la mémoire du mécanicien qu'il avait été. Les murs racontaient une vie. Ademar était là, recroquevillé dans sa chaise mécanique devant la fenêtre. Ses yeux étaient petits, d'un brun profond, et derrière eux il avait une sorte de colère froide, comme un moteur cabré qui ne redescend jamais. Il parlait peu, et quand il parlait, le mot qui revenait le plus était le reproche. Luciana, sa femme, était une femme maigre, les cheveux tirés, les épaules tendues, elle semblait porter le poids de la gestion comme on porte des sacs lourds sur un marché. Elle m'a regardé d'un regard qui pesait, méfiance, fatigue et la peur d'un monde qui peut vous enlever tout en un clin d'œil. C'était clair dès le départ, il voulait quelqu'un de discret, efficace, pas de chichi. La première journée a été un choc physique. On m'a montré comment lever Ademar, comment glisser la planche de transfert, comment éviter les escarres. Il n'avait pas de second soignant. Le travail me prenait à bras ouverts et à genoux. On changeait sa couche, on l'essuyait, on l'installait, on nettoyait les plis de peau. Le bain était un rituel compliqué. Un tabouret, des bassines, de l'eau tiède, des gestes décrits comme des prières pour que rien ne brûle, pour que la peau reste intacte. J'ai appris à écouter la respiration, à respecter chaque soupir comme s'il racontait un besoin. Les humiliations sont venues doucement, sans bruit, comme une pluie fine qui finit par détremper tout le terrain. Ademar avait des jours où il était tout simplement amer. Parfois, il crachait des mots cruels, des reproches sur sa propre vie que, par effet rebond, il projetait sur moi. « Tu n'es pas prête », disait-il. « Tu regardes comme si tu remplaçais quelqu'un. » Il ne me touchait pas mal, jamais, mais ses mots pesaient. Luciana, parfois, me regardait avec une froideur qui me coupait le souffle. D'autres fois, sa fatigue se transformait en colère, et elle me disait des choses sur la maison, sur l'aide, sur l'argent.
Ce n'était pas un conte de méchanceté gratuite, c'était la douleur d'un couple qui avait perdu la vie qu'il connaissait et qui se heurta à de nouveaux fronts. Le manque de sommeil, le poids de la dépendance, la peur des billets qui s'envolent. J'ai appris à séparer le geste du jugement. Je venais remplir un rôle, pratique, concret, et je pensais être payée pour accomplir des tâches. Mais en même temps, il y avait des instants où l'on devenait témoin du reste d'une vie, des confidences hachées par des pauses, des souvenirs de moteur, de l'odeur d'huile, d'un rire ancien qui revenait comme un petit braise. Ces moments étaient rares mais précieux. Il me racontait son atelier, les filles poussiéreuses qui riaient, les pièces qu'il avait jadis construites de ses mains habiles. Et moi, je frottais sa peau, je passais le savon, et il souriait un peu, et quelque chose s'ouvrait entre nous. C'était humain, pas héroïque. Les jours s'enchaînaient et le corps commence à compter. Mes mains, mes épaules, mon dos, tout me rappelait que j'avais travaillé dur toute ma vie. J'avais déjà des douleurs, mais rien qui ne m'empêchait de me lever le matin. Je faisais tout à la main, sans machine, sans soulève-personne performant. Le transfert se faisait souvent à deux, mais la plupart du temps il n'y avait que moi. Une nuit, en essayant de le tourner pour éviter qu'il n'ait une escarre, son poids a basculé d'un côté au mauvais moment. J'ai senti un bruit sec, comme une branche qui craque, un petit estocade dans ma colonne. J'ai entendu le son avant de le sentir. C'est ce bruit qui m'a marqué. Un craquement court et définitif, et après, une douleur blanche qui m'a foudroyée. Je me rappelle exactement de la scène. La bassine d'eau qui tangue, la mousse qui glisse, la lumière de la salle de bain qui me montre l'infime d'un corps, et puis le bruit. J'ai voulu me cramponner, mais mes mains ont tremblé et j'ai glissé sur le carrelage humide. Je me suis retrouvée assise, le souffle coupé, une douleur au bas du dos qui irradiait jusque dans ma jambe gauche. Ademar m'a regardé, inquiet de sa manière à lui, comme si c'était ma faute. « Neuza !» Sa voix était petite, surprise. Luciana a crié quelque chose, des insultes, de la peur, des reproches. On a appelé une ambulance. J'ai pensé d'abord à la honte. Je venais pour aider et voilà que j'étais envoyée à l'hôpital comme une chose cassée. Mais la douleur était bien plus grande que la honte. À l'hôpital, sous les lumières trop blanches, le monde devient plus simple. On vous donne un diagnostic, un pansement, on vous dit ce qui est cassé. Pour moi, les mots prononcés par le médecin ont été un coup sur la tête, rupture de disque, hernie importante, chirurgie possible, danger de lésion nerveuse. Ils m'ont dit que je devrais me faire opérer si je voulais récupérer une vie minime de marche sans douleur. Et puis, presque en même temps, le mot qui fait trembler plus que la douleur, coup. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience de voir vos mains vides et comprendre en un éclair que vous n'avez pas l'argent pour réparer votre propre corps. Tous les comptes à la maison sont en votre nom. Les enfants ont besoin de manger. Le téléphone sonne, la propriétaire frappe à la porte pour réclamer le loyer. Je pensais à la petite Isabella qui dort encore avec son doudou troué, à la bicyclette de Gustavo qui n'a pas de lumière. La chirurgie, même si elle était nécessaire, ressemblait à un luxe que je n'avais pas. Pourtant, il n'y avait pas d'alternative. Rester comme ça signifiait être cloué pendant des mois. Incapacité, sans revenu. Luciana est venue à l'hôpital la première nuit. Elle avait dans les yeux une sorte d'embarras mêlé de colère. « C'est arrivé pendant le travail », a-t-elle dit aux infirmières d'un ton sec. Après, quand les visites se sont calmées, elle a prononcé des mots qui m'ont transpercée. « Tu aurais dû faire attention, tu savais ce que c'était. » Ce n'était pas seulement un reproche, c'était une peur habillée en accusation. Si elle a perdu l'aide, qui allait s'occuper de son mari? Si les frais d'un départ pour l'hôpital augmentaient, qui allait les couvrir? L'économie de la dépendance fait des victimes des deux côtés. La douleur m'a obligée à accepter l'aide d'un kinésithérapeute public, des séances à petit prix, des promenades douloureuses dans un couloir qui sentait la caféine du distributeur. Les semaines qui ont suivi ont été de longues natures mortes, chèques à remplir, promesses à tenir, regards à éviter. Marlène est venue avec un sac de nourriture, sa façon de dire « Je suis là, même si je ne peux pas payer ton opération ». Mes voisins ont lancé une petite collecte. J'ai appris à demander. Ce n'était pas ma fierté qui parlait le plus, mais la bouche de deux enfants qui me regardaient attendre. Quand on est responsable, on se découvre capable de vendre son orgueil. J'ai mis en gage un peu d'or que j'avais gardé de mes années de jeune fille, les colliers de la grand-mère, et j'ai signé un papier chez le prêteur. L'argent est venu, froid et suffocant. L'opération a eu lieu un matin humide. Après, dans la chambre, je suis restée à regarder le plafond, sentant chaque millimètre de mon corps comme une chose fragile. Je me demandais quelle serait la suite. Allait-on me réengager?
Les frais allaient-ils être remboursés? Ademar m'a envoyé une carte. Oui, une carte griffonnée, comme on envoie à quelqu'un qu'on ne sait plus comment toucher. Repose-toi, avait-il écrit maladroitement. C'était paradoxal. L'homme qui m'avait craché au visage quelques semaines plus tôt me souhaitait du repos. Les sentiments sont compliqués comme ça. Ils se tordent, se contredisent. Et parfois, dans l'entre-deux, quelque chose te tient. Ce fut après l'opération que la réalité économique a frappé le plus fort. L'arrêt de travail n'a pas de salaire quand on travaille au noir. Mes économies ont fondu. J'ai demandé au médecin si je pouvais retourner à des tâches non physiques, quelque chose qui ne me briserait plus le dos. Les mots qu'ils m'ont donnés sonnaient comme une course d'obstacles. Éviter les efforts, aménagement du poste, présence d'un aide-soignant. Mais rien de tout cela ne corrigeait la question centrale. Qui paye pour remplacer un travail manuel par un poste moins lourd? Qui acceptait de payer pour la dignité d'un soignant qui avait été blessé en servant? Après l'accident, quand j'ai appelé à la maison, j'ai entendu des silences qui pèsent. Ma petite fille est restée silencieuse au téléphone. Gustavo avait un ton d'enfant qui veut être fort, mais qui a faim. J'ai senti la honte m'envahir. J'étais partie travailler pour nourrir la maison et me voilà clouée, impuissante. Je me suis dit que tout s'écroulait, non seulement pour moi, mais pour la famille que j'avais voulu protéger. Et pourtant, dans ces mêmes silences, il y avait aussi une petite voix qui disait « Tiens bon, tu t'es toujours relevé. » C'est ici que je veux être honnête. J'aurais pu tout abandonner. Rentrer chez moi, cacher la douleur, apprendre à vivre avec une jambe qui tranche les nuits de douleur. Mais la nécessité forge des chemins étranges. Les jours d'hôpital ont été un creuset où chaque décision prenait forme. Une fois sortie, faible, j'ai trouvé une maison plus silencieuse que jamais. Les voisins faisaient la cuisine avec des recettes que je connais trop bien, saveur d'un argent qui n'arrive pas. J'ai commencé à chercher des solutions. J'ai fait des appels, demandé des aides, parlé avec l'assistante sociale. On m'a proposé de revenir chez Ademar pour des tâches d'accompagnement non physique, mais sans certitude sur le salaire. On m'a aussi proposé d'autres domiciles. Mais souvent les mêmes conditions dangereuses m'attendaient. Lever en force, travail à deux prévu mais pas assuré. Avant que je prenne une décision, je devais comprendre deux choses. D'une part, si je pouvais encore honnêtement soigner sans mettre en danger ma santé, et d'autre part, quel serait le prix humain de mon choix. Car accepter de revenir signifierait renouer avec la personne qui m'avait humiliée et avec la femme qui avait crié ma chute. Signifierait-il aussi accepter cette tension, cette zone sombre où la reconnaissance se mêle à la culpabilité? Je n'avais pas de réponse facile. C'est à ce moment-là, entre la douleur et la décision, que je demande quelque chose de simple à ceux qui écoutent. Si cette histoire vous touche, si ces mains qui ont essayé de tout contenir vous parlent, mettez un like, partagez. Ces petits gestes aident des voix comme la mienne à être entendues. Les témoignages de ceux qui ont vécu l'essence de ce métier doivent circuler. Je vous le demande parce que parfois, la solidarité commence par un clic. Quand je suis rentrée la première fois après l'opération, la maison m'a semblé doublement étrangère. Je connaissais chaque tache du carrelage, chaque pli du vieux rideau, mais tout me paraissait plus haut, plus loin, comme si je regardais la vie de l'extérieur. Mes épaules retenaient une douleur sourde et mes nuits étaient peuplées de rêves où ma colonne se brisait à chaque pas. J'ai accepté de retourner chez Ademar à une condition simple. Il fallait un aide-soignant pour les transferts lourds. Luciana a souri, soulagée, comme si ce petit accord pouvait réparer tout le reste. Je savais que c'était fragile. Je savais aussi que la nécessité n'attend pas la dignité. Ronaldo est arrivé une semaine plus tard. Il avait des mains larges et une voix douce. Ce n'était pas un homme de parole facile. Il avait travaillé dans des centres de réadaptation. Il connaissait les gestes, les silences des patients qui apprennent à vivre avec moins de leur corps. Il regardait Ademar avec respect, pas avec pitié. Pour moi, il a d'abord été un soulagement, un corps en plus pour porter, pour tourner, pour prendre en charge ce que mes vertèbres ne pouvaient plus. Mais il est vite devenu plus que ça. On s'organise vite quand on dépend l'un de l'autre. On apprend à lire les respirations, à comprendre qu'un soupir n'est pas seulement de la fatigue, c'est souvent une question à laquelle on répond par la présence. Les premières semaines furent mécaniques. Lever, toilette, médicaments, changer les draps, petit déjeuner préparé, conversation brève. Les gestes se sont mis en place comme une chorégraphie improvisée. Ronaldo me montrait comment placer mes pieds pour éviter d'appuyer sur la zone opérée. Il me rappelait d'écouter mon corps, de ne pas forcer. J'ai pleuré une fois, dans la chambre de lavage, quand j'ai senti que je ne pouvais plus supporter la lourdeur d'un corps qui déjà n'avait plus l'usage de ses jambes. Ronaldo est resté là, sans mots, et cet acte,
simple, humain, m'a tellement touchée que j'ai eu honte de m'en émouvoir. Dans ce métier, on apprend vite à cacher ses faiblesses pour ne pas rajouter de poids aux autres. Petit à petit, la relation avec Adhémar a changé de tonalité. Les mots acerbes se faisaient moins fréquents. Peut-être que la présence d'un autre soignant lui renvoyait l'image d'un monde en mouvement, d'êtres qui partent et reviennent. Peut-être que, à certaines heures, il retrouvait un peu de son ancien moi en regardant quelqu'un manipuler une clé à molette ou feuilleter un catalogue de pièces détachées. Il m'a raconté des bouts d'histoire. Comment il aimait réparer les moteurs à l'aube, comment l'odeur d'essence lui rappelait son père, comment il avait vendu une vieille Citroën pour payer une dette qui n'en finissait pas. Ces anecdotes venaient comme des morceaux d'un bon vieux film, et je me les accrochais comme à des étoiles. Elles ne changeaient pas la réalité. Il restait tétraplégique, dépendant, mais elles dessinaient la silhouette d'un homme derrière la chaise. C'est dans ces moments-là que la tendresse est née. Pas comme dans un roman, mais comme une évidence minuscule. Une main qui passe sur un front moite, un souffle que l'on partage, une joue essuyée après un accès de toux. Quand je dis caresse, je parle de ça, des gestes qui consolent, qui disent « je suis là ». Et Adhémar, parfois, répondait. Un frôlement de doigts sur ma main, un merci qui venait du fond de sa gorge, un regard qui restait. Je ne peux pas vous dire que tout était simple. Chaque sourire que je lui offrais me ramenait le poids de mes obligations. Mes petits-enfants, la maison qui penchait vers le manque. J'avais honte d'éprouver quelque chose qui ressemblait à de l'affection pour un homme marié, et en plus, vulnérable. Je me demandais souvent si ce que je ressentais n'était pas une forme de pitié déguisée, un besoin d'être utile transformé en quelque chose de plus fragile. Les questions de consentement me hantaient. Adhémar ne bougeait pas, mais il pouvait parler. Il disait oui, il disait non. Il riait, il s'ouvrait parfois, il posait sa main sur la mienne. Tout cela avait un poids moral auquel je n'échappais pas. Il y eut une nuit particulière que je n'oublierai jamais. Adhémar avait de la fièvre. La sonde perdait de son air et il était agité. La maison était calme, la télé éteinte, le ventilateur faisait un ronron monotone. Luciana était allée dormir tôt. Elle pleurait en silence depuis des semaines. Ronaldo et moi étions de service. Il m'a demandé, d'une voix faible, si je pouvais l'aider à se tourner, car il avait peur d'avoir une escarre. J'ai senti plus que jamais qu'il avait besoin d'humanité. Je l'ai lavé, doucement, en prêtant attention à chaque pli. À un moment, il a tendu la main et a pris la mienne. « Neuza », a-t-il murmuré, « tu restes ?» Je lui ai répondu comme je réponds quand on me demande de l'aide, toujours. Il a posé sa tête en arrière, et dans le demi-silence de la nuit, il a dit quelque chose comme un aveu. J'ai peur d'être oublié. C'était tout, pas de passion dévorante, juste une vérité simple. Et moi, sans réfléchir, j'ai posé ma joue contre sa main. Il a frissonné, un frisson humain. Nous avons pleuré tous les deux, pas de façon dramatique, mais comme deux personnes qui acceptent de se reconnaître dans la faiblesse. Les rumeurs ont commencé à circuler. Les voisins voient des choses, même quand on croit qu'ils ne regardent pas. On ne vit pas isolé dans une ville. Les fenêtres sont des témoins et les portes ont des oreilles. Un jour, Luciana a surpris un petit geste. Elle est rentrée plus tôt que d'habitude et nous a trouvés, Ronaldo occupé à chercher un médicament. Adhémar regardant fixement ma main posée sur la sienne. Ce n'était rien de plus qu'un silence partagé. Et pourtant, pour elle, c'était un trait d'accusation. La blessure d'être trompée n'a pas seulement la forme d'un corps qui échappe, elle a la forme d'un regard qui change, d'une confiance qui se fissure. La confrontation a été brutale. Ce n'était pas l'explosion de colère que j'avais imaginée, mais plutôt une implosion longue et froide. Luciana, qui avait appris à dormir dans des draps sans rêve, a accumulé des reproches et les a laissés tomber, un à un. « Tu te permets, m'a-t-elle dit en serrant les poings, de faire ce que je n'ai plus la force de faire. » Ces mots n'étaient pas seulement pour moi. Ils étaient pour un monde qui lui avait volé sa jeunesse et sa sécurité. Elle a pleuré sur le canapé et ses larmes étaient pleines de fatigue. Je lui ai expliqué que rien de sexuel ne s'était passé, que ce n'était que de l'attention, des soins, que le corps d'Adhémar avait réagi par automatisme. Mais expliquer n'efface pas la douleur. Elle a pris ces choses et nous a demandé de partir. Ce n'était pas une expulsion criée, mais une décision nette, comme couper une branche pour sauver un arbre. Adhémar, lui, s'est effondré. Ce n'était pas seulement la perte de Luciana dans la maison, c'était l'effondrement d'une structure qu'il avait connue comme un refuge. Il a refusé de s'alimenter pendant quelques jours. Ses chiffres vitaux ont baissé. Quand on a ses muscles atrophiés et un esprit fragile, la solitude est une maladie qui ronge. Luciana a appelé l'hôpital en panique.
Nous avons fini par lui faire comprendre qu'il fallait qu'il entre pour un suivi psychiatrique et médical. J'ai eu la culpabilité violente qui vous serre au ventre. Ma présence avait été vue comme une trahison. Et pourtant, je n'avais rien demandé d'autre que de travailler pour survivre. Le soir avant qu'on le transporte, Adhémar m'a regardé, avec des yeux qui semblaient demander pardon d'être la source de tant de douleur. « Je ne voulais pas », a-t-il murmuré. Je ne savais pas comment être le mari que j'étais. Ces mots m'ont brisé et en même temps m'ont rendu un peu plus clair sur la complexité de nos fautes. La nuit où ils ont emmené Adhémar, j'ai fait quelque chose de stupide et de désespéré. Je suis allée le voir, déguisé, comme si la faute était la mienne et qu'un costume pouvait effacer le bruit des accusations. Je suis entrée au service de psychiatrie comme une ombre, et je l'ai trouvé assis, recroquevillé, les yeux vides. On m'a presque attrapée à la porte. L'infirmière m'a regardée avec sévérité. « Vous ne pouvez pas être ici », a-t-elle dit. J'ai bafouillé des excuses. Le cœur dans la gorge, j'ai marché loin du lit, et j'ai pris sa main furtivement, comme on vole une étoile. Il a serré, un signe de gratitude silencieuse. Je suis sortie avant qu'on m'interdise l'accès définitivement. Cette visite clandestine a laissé un goût amer. J'avais mis tout le monde en danger, j'avais franchi une ligne. Je savais que ce n'était pas héroïsme, c'était la panique d'une femme qui a peur de tout perdre. Rodrigo est venu comme un sauveur fatigué. Il est le fils d'Adhémar, un homme droit mais usé par les années, qui ne supportait pas l'idée que son père s'enfonce dans la douleur et le silence. Il a appelé, il a parlé, il a frappé des points invisibles sur la table des décisions familiales. Rodrigo nous a réunis. Il a demandé que l'on parle, que l'on mette les cartes sur la table. La rencontre fut tendue, ternie par les ressentiments accumulés. Luciana, encore meurtrie, a dit des choses que je n'oublierai pas. Mais elle a aussi dit des vérités attendues. Qu'elle avait besoin d'être vue comme plus qu'une femme qui nettoyait un corps, qu'elle désirait être respectée et qu'elle ne pouvait plus tenir un couple brisé par la dépendance et la solitude. Rodrigo a écouté et quelque chose d'imprévu est sorti de sa bouche. Mon père a besoin d'une équipe, pas d'un bouc émissaire. Si vous, Neuza, êtes prête à partir, je dois savoir que ce n'est pas pour fuir la responsabilité. J'ai senti mes genoux vaciller. C'était une vérité austère. J'avais pris ce travail pour nourrir des enfants. Et maintenant j'étais appelée à réparer une maison entière. Les négociations furent longues et souvent douloureuses. Il a fallu l'intervention d'un médiateur, quelques rendez-vous chez un assistant social, des papiers signés, des promesses bancaires qui claquaient comme des bâtons. Le divorce est venu comme une évidence presque administrative. Luciana a demandé le divorce, non pas pour punir, mais parce qu'elle ne reconnaissait plus la vie qu'elle avait construite. C'était triste et c'était juste. Adhémar, pour sa part, accepta avec une gravité qui n'était pas la résignation, mais une reconnaissance de ses limites. « Je ne peux plus te donner ce que tu mérites », aurait-il dit à Luciana. Et ces mots, prononcés, ont allégé la maison d'un poids. La séparation est un deuil ordonné, et même si elle n'enlève pas les blessures, elle leur donne une direction. Après le divorce, Rodrigo a proposé une solution pratique. Son père pourrait emménager dans un appartement plus petit, adapté, où il pourrait avoir des soins plus professionnels. Il a aussi proposé, sans fioriture, qu'on envisage une cohabitation avec une personne de confiance. Il a prononcé mon nom comme une évidence, et je me suis sentie soudain comme une pièce qu'on peut déplacer sur un échiquier, utile mais remplaçable. J'ai refusé d'abord, non par orgueil, mais parce que je savais que ma présence pouvait être interprétée comme un choix intéressé. J'ai demandé un délai. Ces mois furent durs. Luciana est partie avec un sac et de l'amertume. Elle trouvait un petit logement loin de la ville, et ses jours devinrent plus prévisibles. Nous avons perdu l'équilibre, puis lentement, nous avons réorganisé nos vies sur de nouvelles fondations. La reprise de l'existence après ces tempêtes est souvent faite d'une succession de petits gestes. Adhémar a quitté la maison pour l'appartement que Rodrigo avait trouvé. C'était un studio modeste, mais bien pourvu en matériel médical. Ronaldo est venu avec nous pour continuer à aider. Il avait trouvé une place entre l'autre et moi, ni confident, ni juge, juste soutien. Nous avons emménagé chacun dans nos rôles repensés. Le début a été une succession de tâtonnements. Comment aménager la salle? Comment organiser les médicaments? Comment faire pour que les repas ne soient pas des rituels de solitude? Les premières semaines, j'ai dormi dans un petit canapé-lit parce que l'appartement n'avait pas d'espace pour un lit séparé. La présence de mes petits-enfants continuait à être la boussole qui me ramenait à la résilience. Gustavo venait le week-end, Isabella souvent restait un soir.
Ces petites victoires de la vie quotidienne me faisaient sentir vivante. La question morale ne disparaissait pas. Les gens parlent, parfois avec jugement, parfois avec empathie. J'ai reçu des lettres anonymes, des regards qui me suivaient dans le marché, mais il y eut aussi des gestes de bonté. Une voisine qui m'a apporté un plat cuisiné, une religieuse qui m'a donné un mot d'encouragement. La société n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est juste un miroir où l'on voit notre image multipliée. J'ai dû apprendre à regarder mon reflet sans toujours me battre. Le lien avec Adhémar s'est transformé en une amitié douce et en un amour qui n'était pas spectaculaire. Nous avons commencé à partager des routines, la lecture du matin, des passages de romans qu'il aimait, des listes des pièces qu'il voulait un jour remettre en état. Ronaldo et moi organisions les soins avec méthode. Rodrigo, de son côté, est devenu un pilier discret. Il réglait les questions administratives, il appelait pour demander des nouvelles, et parfois il venait s'asseoir sans rien dire. Il me surprenait par sa capacité à écouter. Amanda, la fille la plus jeune, est revenue lentement, d'abord par obligation, puis par curiosité. Elle nous a vus fragiles et déterminés, et cela a apaisé des rancœurs. La vie n'a pas été douce financièrement. Les dettes de l'hôpital pesaient encore sur moi, et bien que Rodrigo ait aidé, il n'était pas possible d'effacer tout. J'ai repris quelques visites à domicile, des heures légères, des échanges de services, des ménages pour des voisins qui avaient besoin d'aide. J'ai vendu des choses, fait des économies sur les rubriques les plus futiles. La fierté s'est apprivoisée. J'ai appris à demander sans m'en vouloir. Paradoxalement, cette mise à nu m'a rendue plus forte quand il s'agissait de défendre la dignité de nos jours. Le mariage qui a suivi était simple, presque timide. Nous n'avons pas fait de fête fastueuse. Rodrigo a imprimé quelques cartons d'invitation. Amanda a choisi une robe pas chère mais nette. Gustavo et Isabella ont été les témoins les plus émus. Luciana n'était pas présente. Nous nous sommes mariés parce que c'était une façon de dire au monde que même au cœur d'une vie marquée par la dépendance, l'amour peut exister sous des formes conformes à la dignité. Ce mariage n'était pas l'aboutissement d'une passion, mais d'une construction. Deux personnes déchirées par la vie qui décident de continuer ensemble en adultes. Les mains qui se sont serrées devant l'officier n'étaient pas parfaites, mais elles étaient décidées. Le quotidien après le mariage fut une école. J'ai appris à tenir un budget commun, à négocier les soins, à cohabiter avec la tristesse qui parfois revenait. Adhémar n'a pas retrouvé sa mobilité. Aucune technique miraculeuse ne lui a rendu ce qu'il avait perdu. Mais il a retrouvé une légèreté d'esprit, une capacité à rire des petites choses, une vieille blague sur un capot de voiture, un souvenir d'enfance. La relation avait des moments de beauté, doux et humbles. Un baiser sur la joue donné avant le coucher, une tasse de café partagée quand il était alerte. Une main serrant la mienne pour me remercier après une journée difficile. Ces gestes étaient précieux parce qu'ils étaient consentis et respectueux. La famille recomposée n'était pas un conte de fées. Il y eut des disputes sur l'argent, des incompréhensions sur la façon de gérer les visites des petits, des fois où la fatigue transformait les paroles en larmes. Mais nous avons appris à parler, à poser les limites, à demander de l'aide. Rodrigo a organisé un planning pour les soins. Amanda a proposé un fonds de secours pour les urgences. Les enfants et les petits-enfants ont été la colle qui a tenu tout cela. Ils ont apporté la légèreté nécessaire pour que nous, adultes fatigués, ne restions pas coincés dans nos plaies. Avec le temps, la ville s'est mise à nous connaître autrement. Les mêmes voisins qui chuchotaient se mirent à saluer avec plus de chaleur. Certains venaient demander conseil, d'autres simplement raconter leur journée. J'ai commencé à intervenir dans des groupes de soutien pour familles de personnes dépendantes. Je n'y allais pas en experte, mais en témoin. Je racontais comment la nécessité m'avait conduite à accepter un travail dur, comment j'avais été blessée, comment j'avais appris à réparer, pièce par pièce, la maison de mon cœur. Parler a été une thérapie silencieuse, et souvent j'ai entendu des histoires qui ressemblaient à la mienne. C'était apaisant de sentir que nous n'étions pas seuls. Je n'oublie pas la culpabilité. Elle revient parfois, imprévisible, comme un vieux fantôme qui frappe à la porte quand tout va bien. Je pense à Luciana parfois, et à ce qu'elle a perdu. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Mais les décisions humaines ne sont pas des énoncés purs, elles sont des actes avec des conséquences. J'ai choisi de nourrir mes petits-enfants, d'essayer de rester entière malgré les dégâts, et j'ai accepté que cela implique des ruptures. Je ne peux effacer les blessures de la femme qui a pleuré quand elle m'a vu prendre soin de son mari. Je peux seulement reconnaître sa douleur et que, d'une certaine manière, nous étions tous victimes d'une situation qui ne respectait pas nos corps ni nos cœurs. Il y a eu des moments de beauté inattendus.
Un après-midi, alors que le soleil glissait sur le carrelage, Gustavo, qui avait grandi assez pour comprendre la fragilité, a demandé à son grand-père de lui montrer comment dévisser une vis. Ademar Harry et Ronaldo, patient, a aidé le petit à tenir la clé à molette. Le rire d'un enfant traverse les âges et rend tout moins sérieux. Amanda un soir m'a dit « Mamie, je ne pensais pas que tu pourrais être heureuse. » J'ai répondu sans me vanter que le bonheur n'était pas une explosion, mais une succession de petites choses. Un repas partagé, une dette payée, un rendez-vous chez le médecin écourté parce qu'on a trouvé une solution. Je veux être claire, je ne vous présente pas une idéalisation de ce qui s'est passé. Il y a eu des erreurs, des moments où j'ai manqué de courage, des fois où j'ai fui. Mais il y a eu aussi du courage. Nous avons parfois tenu pour des raisons prosaïques. Le loyer, le prix du pain, la peur de recommencer à zéro. Et c'est vrai, ce sont des raisons imparfaites. Mais elles m'ont porté vers un lieu où j'ai trouvé une forme d'amour calme et l'idée que la dignité peut se reconstruire même après des fautes. Cela n'efface pas le passé. Ça le met dans une perspective où l'on peut respirer. Je pense souvent à la question du consentement et du pouvoir lorsque l'on parle de relations avec une personne vulnérable. C'est un sujet qui ne peut être nié. Ademar n'était pas libre au sens total. Il dépendait physiquement de nous. Et pourtant, il parlait, il choisissait, il riait. Nous avons fait un effort constant pour nous assurer que tout geste, toute caresse était accepté, demandé, consenti. Nous avons appris à verbaliser nos sentiments, à poser des limites claires. Cela ne rend pas notre histoire parfaite, mais cela la rend honnête. Il m'a fallu du temps pour nommer mes émotions, pour accepter qu'aimer quelqu'un qui ne peut pas se défendre complètement impose une responsabilité supplémentaire, celle de ne jamais abuser du pouvoir du soin. Avec les années, j'ai vu des transformations minuscules et profondes. Ademar a développé une patience nouvelle pour accepter son état. Il s'est intéressé à des ateliers d'écriture, il a commencé à écrire de petits textes sur l'odeur des garages et des routes. Je l'ai vu sourire quand il évoquait un éclat de jeunesse. Ronaldo a trouvé un poste stable dans une clinique proche. Il alternait les semaines, mais il revenait souvent pour passer un dimanche à manger avec nous. Rodrigo a stabilisé sa vie. Il avait ses propres soucis, mais il avait aussi la dignité de savoir qu'il avait fait le bon choix pour son père. Amanda est devenue une présence régulière, moins par obligation que par affection retrouvée. Je suis loin d'être la même femme qu'au début de cette histoire. La peur, la honte, l'insomnie m'ont visitée, mais elles m'ont aussi appris l'humilité. J'ai des douleurs au dos qui me rappellent chaque matin que la vie ne pardonne pas tout. Ma main garde une petite cicatrice d'un pansement mal posé. Je la regarde parfois comme on regarde une mémoire. Chaque caresse que j'ai donnée à Ademar, chaque fois que j'ai frotté sa peau, que j'ai partagé un silence, m'a appris quelque chose sur le soin. Que le soin est aussi une façon de dire que l'autre mérite d'exister, même quand la société le relègue dans l'ombre. La question du titre, ce choc initial, me revient souvent. Je suis allée donner un bain aux handicapés et l'outil a monté. C'est provocateur, c'est vrai. Je l'ai utilisé parce que la vie, parfois, a besoin d'un cri pour être entendue. Mais derrière ce cri, il faut toujours remettre des mots qui expliquent la complexité. Je ne veux pas que mon histoire serve d'exemple aveugle. Je veux qu'elle soit une fenêtre. Regardez ce qu'il y a dedans. Voyez les ombres et sachez que derrière les gestes de tendresse peut y avoir de la dignité, de la culpabilité, de l'amour, mais aussi des conséquences. La vérité ne se laisse pas trancher en noir et blanc. Aujourd'hui, nos jours ont une cadence imparfaite mais stable. Les factures arrivent encore. La peur d'un hiver rigoureux nous guette. Les douleurs reviennent parfois. Mais il y a des matins où la senteur du café remplit l'appartement, où les petites mains de mes petits mettent la table avec fierté. Il y a des soirs où nous rions d'une vieille plaisanterie sur une pièce de moteur. J'ai appris à accepter que la vie nous offre des récompenses modestes mais réelles. Une paix qui n'est pas l'absence de souffrance, mais la capacité à continuer malgré elle. Si je devais laisser une chose à ceux qui m'écoutent, ce serait celle-ci. Les choix que l'on fait pour survivre ne sont pas toujours beaux selon les règles, mais ils sont humains. Ils exigent des explications, des réparations, de la responsabilité. Ils demandent du courage pour dire « j'ai fait des erreurs » et du cœur pour accepter leurs conséquences. Si cette histoire vous parle, si vous avez vous-même connu la fatigue de prendre soin, la honte d'avoir failli, la douceur d'un geste qui soutient, sachez que vous n'êtes pas seul. Les chemins de la rédemption ne sont pas rectilignes. Ils passent souvent par la reconnaissance de nos faiblesses et la persévérance dans le respect. Merci d'avoir écouté mon témoignage si long et si intime.
Si ce récit vous a touché, abonnez-vous pour entendre d'autres voix comme la mienne, partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait s'y retrouver et dites-nous en commentaire quelle décision auriez-vous prise à ma place. Vos mots aident à faire connaître des vies qui existent dans l'ombre. Et parfois, dans ces échanges, on trouve une force collective qui rend les choses un peu plus justes.